Bonjour et bienvenue dans Percer rêver, le podcast où des artistes, sportifs et autres passionnés se confient sans filtre sur leur parcours et leurs rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Erika, bienvenue dans le podcast. Merci, bonjour Justine. Je vais te laisser te présenter, toi et tes activités professionnelles et artistiques. Merci, alors je suis Erika Galland. Et je suis la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Acapellart, qui propose des activités artistiques justement pour les enfants, les adultes, les seniors. On travaille avec des collectivités, des mairies, des écoles, des EHPAD. Et l'idée étant de transmettre la passion de l'art. Donc on travaille avec une quarantaine, cinquantaine d'artistes maintenant dans tous les domaines. Voilà. Et donc tu fais ça depuis combien de temps ? Ça fait 4 ans et demi. J'ai lancé en 2020. Parfait, ah oui. Est-ce que c'était la meilleure période pour lancer un projet artistique ? C'était à quel moment de 2020 ? Je crois que c'était la meilleure période parce que c'était pendant le confinement. Ah. Et oui, et en fait, c'est venu justement... Alors ce projet, je l'avais déjà identifié avant. Il ne devait pas du tout se matérialiser comme ça. J'envisageais d'ouvrir un lieu, une sorte de tiers-lieu autour de l'art. Et finalement, le confinement est arrivé et j'ai identifié et je suis maman, que les enfants s'ennuyaient, qu'on n'avait plus accès au théâtre, au cinéma, à son cours de yoga, de danse, de chant, de ce qu'on veut. Et que les enfants, ils n'avaient plus de contact, hormis les parents et l'école un peu où il y a eu de la visio qui s'est mis en place, mais il n'y avait plus rien pour les amuser. Et puis les parents n'avaient plus le temps non plus de s'occuper, enfin pour ceux qui travaillaient encore à distance. Enfin, j'étais dans cette situation-là où je me suis dit, mais comment je peux occuper mes enfants ? Et en fait, j'ai eu cette idée d'Acapellart, qui ne s'est pas matérialisée comme j'aurais souhaité ou comme j'avais envisagé plutôt. C'est pas comme je souhaitais, puisque finalement, parfois, il faut être aussi flexible. Mais c'est que j'ai créé des cours de dessin, cours de chant, cours de théâtre, cours d'anglais, cours de danse, tout un tas de choses pour les enfants d'abord, en ligne, en visio. En fait, c'était ma contribution au début, donc je l'ai fait gratuitement. C'était plus pour occuper les enfants et puis pour apporter ma contribution dans une période difficile. Et puis aussi ma contribution pour les artistes, pour les intervenants, pour les faire bosser, quoi. Et du coup, tu as créé tout ça très vite ? Et du coup, j'ai créé tout ça très vite parce que tout est allé très vite. Donc avril 2020, donc j'ai eu cette idée que j'ai lancée en un week-end. J'ai recruté sur Facebook des gens dont j'ai eu plein de demandes parce que les gens bossaient plus. Donc ils avaient envie aussi de s'occuper, quoi. Donc j'ai recruté en un week-end 5-6 personnes que j'ai pas fait de processus de recrutement, honnêtement. J'ai dit, t'as envie, t'es passionné, ok, tu sais faire quoi ? Je sais faire du dessin, vas-y, on fait un cours de dessin. Tu sais faire quoi ? Moi, je suis magicien, vas-y, on fait un cours de magie. Et ça a marché, quoi. J'adore. Ça a marché parce que du coup, les gens, c'était innovant, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de visio, notamment pour les enfants. Tout ce qui était visio, c'était beaucoup pour des formations, mais pas vraiment pour des choses, pour des activités ludiques comme ça. On s'y est mis après. Après, il y a plein de personnes qui s'y ont mises, mais à l'époque, avril 2020, c'était très très peu courant. Et comme moi, je travaillais dans une entreprise à l'international, j'avais déjà utilisé ces outils-là. Et en fait, c'est allé très vite, oui, parce que ça a marché. J'ai commencé à monnayer en me disant, c'est bien beau de faire des choses, mais il faut quand même que les gens soient rémunérés. Donc, j'ai commencé à rémunérer les intervenants, donc à monnayer les activités. Et puis un lieu m'a contacté à côté de chez moi, là, à Vitry-sur-Seine, en me disant je cherche des intervenants pour mon lieu, est-ce que ça vous intéresse ? Donc j'ai lancé en présentiel en septembre 2020. Et dans la foulée, une école a trouvé mes coordonnées, m'a contacté pour organiser des activités périscolaires. Et une deuxième, une troisième, une quatrième. Et puis voilà, c'est parti, quoi. C'est parti super vite. C'est impressionnant. Et donc toi, à ce moment-là, tu travailles encore dans une entreprise internationale. Ouais. Ça va durer combien de temps, cette double activité ? Alors, ça a duré moins longtemps que je prévoyais aussi, comme quoi il faut vraiment arrêter de faire des plans sur la comète parce que rien ne se passe toujours comme on croit. J'ai commencé donc en avril 2020, donc j'étais encore salariée à plein temps dans une grosse boîte. J'étais responsable développement durable. Donc je m'occupais de projets à l'international sur le sujet du gaspillage alimentaire. Et en fait, au mois de septembre, octobre, novembre 2020, quand j'ai vu que ça commençait à bien prendre, je me suis dit, mais comment je vais faire là ? J'ai mon boulot, j'ai mes enfants, parce que je suis maman solo.
plus la boîte, qu'est-ce que je vais faire? Donc je me disais, bon, je vais faire un congé formation, une année sabbatique, enfin, comment je peux faire? Et j'ai pas eu à le faire, c'est que tout c'est arrivé tout seul. En sortant du lieu à Vitry où j'avais lancé mes activités, j'allume la radio. Et j'entends donc l'entreprise dans laquelle je travaillais qui était Sodexo. Sodexo annonce un plan de licenciement, 2000 personnes en France licenciées. Oh. Et en fait, là, j'ai su. Là, je me suis dit, bah là, c'est la providence. Et c'est fou, enfin, t'es sûrement la seule personne qui apprend avec plaisir qu'elle va se faire licencier. Oui et non, je souhaite à plein de gens ce moment de joie, parce qu'en fait, quand on n'en peut plus, moi j'étais le cas, j'en pouvais plus de mon boulot, et j'ai lancé ce projet donc sans anticiper, puisque je l'ai lancé au début du confinement, donc on savait pas du tout ce qui allait se passer. J'imaginais même pas que l'entreprise n'avait jamais fait de plan social au niveau du siège depuis, mais enfin jamais quoi, il n'y avait jamais eu de plan social. C'est fou. Et là je me suis dit, et en fait c'est comme si je sais pas, comme une illumination là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit mais ça y est, en fait c'est ma chance là, c'est ma chance de me lancer. Et après, donc ça c'est la passion qui parle, le cœur qui parle, c'est yes. Et après c'est oula. Alors, bon, donc t'es maman solo, t'as un bon salaire dans une boîte stable, là ok, il y a un plan, alors je savais pas encore si j'étais dedans, hein. Et en fait, dans tous les plans sociaux, enfin dans la plupart des plans sociaux, il y a une partie qui est volontaire et une partie qui est imposée. Et j'ai eu le choix, entre guillemets, où je me suis dit, si je dois me porter volontaire, ça va être trop dur comme choix à faire, parce qu'en fait, je choisis l'incertitude totale. Une activité qui démarre, qui certes démarre bien, mais bon, dans les métiers artistiques, tout est incertain, c'est pas des métiers rémunérateurs, voilà, donc j'avais très très peur. Et en même temps, je me suis dit, mais si je me laisse le choix, là, je vais avoir des regrets. Je vais vraiment, là, si je prends pas cette opportunité-là, je risque de le regretter très très longtemps. Et donc, je me suis pas laissé le choix. Je me suis mise en arrêt maladie pendant 3 mois. Et je savais qu'en me mettant en arrêt maladie à cette période-là, je reviendrais de mon arrêt maladie, il me dirait, bon bah écoute, salut quoi. Et c'est ce qui s'est passé. C'est fou, hein. C'est fou, hein, ouais. Les histoires de vie comme ça. Et de se dire que voilà, au final, c'était une bonne nouvelle. Tu savais tout de suite que ce serait un renouveau. J'imagine que pendant cet arrêt, tu as pu développer plein d'autres choses. Pendant cet arrêt, déjà, je me suis occupée de moi, puisque j'ai fait une opération que je reculais depuis longtemps. Et je me suis dit, si je dois partir de l'entreprise, il faut peut-être que je fasse les gros travaux de santé et profiter encore de ma stabilité, en tout cas, et des avantages. Et puis, ça a été un moment où j'ai pu réfléchir, développer mon entreprise, bâtir. Et quand je suis revenue au mois de janvier 2021 et que ma chef m'a annoncé que mon poste était supprimé et que donc je faisais partie du plan, tout était déjà là, quoi. Enfin, tout était déjà clair et j'avais plus de doute. J'avais forcément le doute que ça fonctionne, mais je savais aussi que j'allais bénéficier d'avantages parce que dans un plan social d'une grosse entreprise, il y a des avantages non négligeables sur l'accompagnement, à la création d'entreprise, financièrement. J'ai travaillé 20 ans dans l'entreprise, donc je savais que mes indemnités seraient quand même assez conséquentes. Il y a le chômage. Donc finalement, oui, c'était dur à prendre comme décision quand même. Hein. Maintenant, j'en parle avec le recul et je suis heureuse, mais sur le moment, j'étais pas fière. Hein. Mais en même temps, on est quand même dans un système français, et notamment des entreprises, on est très très accompagnée et que je savais que j'aurais quand même le temps. Et heureusement, j'ai eu ce temps-là pour pouvoir développer l'entreprise derrière. Et pendant ces 20 ans de salariat, est-ce que tu avais quand même cette sensation que ton travail te plaisait ou tu le faisais parce qu'il fallait avoir un travail ? Alors, je le faisais parce que il fallait un travail et parce qu'on m'avait toujours dit que c'était ça la voie royale. Que la voie royale, c'était de faire des études, d'avoir un bon boulot dans une bonne boîte... parce que l'entrepreneuriat ou les métiers artistiques, alors moi je suis pas là, je me suis pas reconvertie en étant artiste moi-même, dans le sens où je vends pas moi mon art, mais je suis quand même dans un métier d'art, et l'entrepreneuriat plus l'art,
c'est pas quelque chose qu'on encourage. Et puis, j'ai 47 ans, donc maintenant, peut-être que c'est plus encouragé pour la jeune génération, mais à mon époque, pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Je pense que c'est quelque chose qui déjà est difficilement encouragé. En plus, peut-être encore moins il y a 20 ans. Et en plus, encore moins quand on est une femme, en réalité. On a quand même ce truc de nous pousser plus vers la sécurité et la stabilité. Ouais, c'est plus vers la sécurité, la stabilité. C'est effectivement les femmes, c'est plus difficile. Et puis quand la monoparentalité aussi. C'est vrai. La monoparentalité, quand tu te retrouves seule avec tes deux enfants qui étaient quand même petits, tout le monde me disait mais t'es folle, tu te mets dans un danger là. Tu te rends compte. T'avais un super boulot dans une super boîte, tu pouvais encore évoluer. Et moi, je m'emmerdais. Enfin, je me mourais dans cette entreprise. J'ai fait quand même 3 burn-out. Ah oui. Ah oui, là, ton corps a vraiment, vraiment parlé. Et j'ai insisté. Et j'ai fait un burn-out. Le premier burn-out, j'avais quand même 20... donc, je suis rentrée dans l'entreprise, j'avais 23 ans. Ouais. 23, 24 ans. Mon premier burn-out, je l'ai fait vers 26, 27. C'est terrifiant. Et je suis quand même restée 20 ans. Wow. Donc en fait, parfois la résilience c'est bien, mais la résilience à outrance c'est pas bien. Même parce que je pense qu'on nous pousse beaucoup aussi à s'accrocher et en fait des fois il faut juste reconnaître quand on n'est pas au bon endroit quand même. Ouais, et puis c'est difficile parce que moi je suis pas forcément quelqu'un qui ait confiance en elle à la base. J'ai pas été dans un environnement, dans un climat familial qui m'a forcément encouragée à suivre une voie qui me correspondait. Ils cherchaient plutôt à m'encourager dans une voie qui était leur vision à eux. Mais ce qui est OK. Enfin, maintenant que je suis maman, je vois que c'est pas évident d'être parent et qu'on a toujours envie du meilleur pour ses enfants. Donc je pense qu'eux avaient peur et qu'ils m'ont encouragée là-dedans parce qu'ils se sont dit, ben voilà, au moins elle va être dans la sécurité. Sauf qu'en fait, ça me ressemblait pas. Parce que j'étais artiste dans l'âme depuis toujours. Et un artiste, c'est beaucoup... Enfin, la valeur liberté est souvent très forte chez les artistes. Et moi aussi, j'y déroge pas. Et je pense que cette liberté-là, je la retrouvais pas dans la voie professionnelle que j'avais choisie, ou plus ou moins consciemment. Voilà. On reviendra un peu justement sur l'avant, mais tu as parlé des burn-out, si ça te dérange pas, est-ce qu'on peut aborder ce sujet-là? Parce que je crois qu'on l'a jamais abordé dans le podcast. Ah. Et je me dis que en fait, ça peut aider des gens de savoir déjà détecter un burn-out, le prévenir et savoir comment on en sort en fait. Parce que je pense que quand on y est, on a l'impression qu'on n'en sortira pas. Ouais, on en sort. Alors comment on le détecte au début, surtout quand on est si jeune, parce que je pense qu'avec l'âge, on se connaît mieux. À l'âge de 26-27 ans, je me connaissais pas. J'avais sûrement aussi des traumas à régler qui n'étaient pas encore réglés. Et mon corps, en fait, je suis quelqu'un d'hypersensible et assez émotif, et j'arrivais pas, en fait, j'ai pas réussi, je me sentais enfermée, mais je l'ai pas identifié. Et comment c'est arrivé, c'est que j'ai commencé à faire des insomnies. Et moi j'ai besoin de beaucoup dormir, et j'ai besoin de me ressourcer. Et j'ai commencé à faire des insomnies, j'ai commencé à avoir des angoisses, j'ai commencé à tourner en boucle. Mon cerveau, je cogitais. Un côté un peu parano aussi. Enfin, j'ai commencé à vraiment partir en vrille, et en fait, j'ai pas su le gérer, quoi. Et au bout de 3, 4, 5 jours d'insomnie, mon corps m'a rattrapé, dans le sens où alors il y a eu un épisode qui a, je pense aussi, alors est-ce que je le dis ou pas, parce que c'est dans le bouquin, donc je viens d'éditer un livre, donc je veux pas spoiler tout le livre non plus. Oui. Mais je viens de publier un livre qui s'appelle « Ouvre les yeux, le monde devient celui que tu veux », qui parle de ce parcours, justement. Et bien donc voilà, je ne vais pas tout spoiler, parce que je vais laisser quand même un peu de surprise. Mais il y a eu un gros événement qui a été un moment clé, un moment qui a chamboulé beaucoup de choses. Et c'est à la suite de ça, je pense qu'il y a eu une sorte de tsunami émotionnel, d'explosion, qui fait que je me suis retrouvée en fait à l'hôpital. Ah oui. Je me suis retrouvée à l'hôpital parce que en fait, je pouvais plus, je savais plus où j'étais, je savais plus où j'habitais, je savais plus dans quel monde j'étais. Enfin, j'avais complètement perdu pied. Et après, comment on s'en sort? Il a fallu deux autres épisodes pour que je m'en sorte. Comme quoi, c'est quand même très difficile. Enfin, ça dépend aussi, je pense, de la profondeur et de l'amplitude du malaise.
Mais je pense que j'avais quand même beaucoup de choses à régler et que j'étais jeune, quoi. Donc en fait, j'étais pas encore en paix avec moi-même et j'avais pas réglé tout un tas de choses, ce qui m'a obligée à le régler. Donc je me suis fait accompagner. Je me suis fait accompagner par des professionnels. Il y a eu une période où j'ai pris des médicaments, où j'ai dû être sous médicaments pour essayer de stabiliser émotionnellement. Et je me suis fait accompagner. Et voilà, j'ai mon ex-mari, parce que maintenant je suis plus avec lui, qui était là aussi, heureusement. Et c'est surtout, et moi, c'est les enfants qui m'ont beaucoup aidé à me stabiliser. Ouais, donc c'est un vrai parcours très long, du coup, parce qu'entre le premier burn-out et le troisième, il y a eu combien de temps? Il y a eu quand même deux... En fait, il y en a eu 3 gros, mais très rapprochés. Ok. Donc je me suis retrouvée 3 fois à l'hôpital. Une fois de manière non volontaire et 2 fois volontairement. Parce que je sentais que j'arrivais plus à gérer, donc j'ai demandé, moi, à aller me reposer une semaine. Et après, j'ai eu les enfants à l'âge de la trentaine, 31 et 35, donc j'ai 2 enfants. Et après, ça a commencé à aller mieux. Mais j'ai toujours senti... Mais comme j'étais pas bien dans mon boulot, je crois qu'en fait, j'essayais de mettre des pansements. Donc d'avoir des enfants, ça m'a stabilisée, ça m'a donné un sens. De me marier, ça m'a donné un sens. J'ai commencé le piano à ce moment-là parce que j'ai l'artiste en moi, elle s'exprimait, mais j'ai toujours eu ce rêve d'apprendre le piano petite. Mes parents n'avaient pas voulu. Et donc à 30 ans, quand j'étais enceinte de ma fille, je me suis dit, c'est le moment, puisque là je vais être maman, je veux réaliser mon rêve d'enfant. Et donc j'ai pris des cours de piano pendant 8 ans au conservatoire. Ouais. En étant maman avec deux enfants en bas âge, donc solfège plus cours de piano. Ah oui, t'as tout fait. Ouais. Mais j'avais jamais appris le solfège du coup, donc j'ai fait la totale quoi pendant 8 ans. Mais c'est un très beau cadeau à s'offrir, je pense. Et oui, parce que du coup, je pense que pourquoi aussi je travaille dans le domaine artistique et pourquoi j'encourage les gens à aller vers ces domaines-là, alors professionnellement ou par hobby, parce que moi j'ai observé que l'art m'a vraiment sauvée, quoi. Que heureusement que j'avais toutes ces activités créatives, heureusement que j'ai toujours écrit, heureusement que j'ai toujours aimé chanter, j'ai toujours fait des activités en dehors de mon boulot et en dehors de ma famille. J'ai toujours eu un cours de théâtre, de chant, de danse, j'écrivais. Et heureusement, parce que le piano, je me suis mise dans le piano parce que c'était vraiment un souhait. Et je pense que ça m'a vraiment sauvée. Comment on s'en sort ? On s'en sort avec de l'accompagnement thérapeutique, mais aussi avec des passions. Je pense que quand on met son cœur, son âme dans quelque chose qui nous fait du bien, et l'art fait du bien, ça nourrit. Ça nourrit quand à côté c'est le chaos. Au moins on a cette bulle-là, et je pense que ça m'a vraiment aidé à tenir tout ce temps-là. Je me rappelle plus qui a écrit ça, mais ça me fait penser à ce que tu dis. J'avais lu dans un livre une phrase t'es pas fatigué parce que tu fais trop de choses, t'es fatigué parce que tu fais pas assez de choses que tu aimes. Exactement. Et je pense que c'est vraiment ça. On en parlait tout à l'heure, tu me disais quand tu travaillais sur les Jeux Olympiques qu'en fait tu ressentais pas la fatigue parce que t'étais passionnée. C'est ça, exactement. Et moi maintenant je le sens vraiment la différence. Hier j'ai fait mon lancement de livre et une séance de dédicace. On en parlait avec un des artistes qui était là. Ça n'a rien à voir entre la vie d'avant où on était dans un boulot qui ne nous convenait pas. Alors le boulot de salarié va convenir très bien à certaines personnes. C'est pas une question de salarié ou pas salarié. C'est une question, je pense, d'être là où on a besoin d'être. Certains ont besoin d'être dans une équipe, certains ont besoin de ce cadre, d'autres sont des électrons libres. Et donc, à force de les mettre dans des cases, en fait on se sent de plus en plus étriqué et on perd notre personnalité, on perd notre joie de vivre. Et je pense qu'effectivement à partir du moment où on fait ce qui nous plaît, ce qu'on aime, et si on n'arrive pas à le faire tout le temps, au moins un peu dans la semaine, se garder des moments. Si on aime voyager, prendre du temps pour ça. Si on aime cuisiner, prendre du temps pour ça, mais vraiment trouver ce qui nous plaît. Et c'est pour ça que moi, avec Acapella Art, je souhaite non pas restreindre à un type d'art, ouvrir le champ des possibles, parce qu'on ne peut pas savoir ce qui nous plaît tant qu'on n'a pas essayé. Et donc, moi, ma volonté, c'est vraiment de permettre aux enfants notamment, mais aussi aux adultes, puisqu'on travaille avec des adultes et les seniors, et même les seniors, je me dis, à tout âge, en fait, on peut trouver une passion. De proposer du dessin, du chant, du théâtre, du yoga, du cirque, tous les arts. Parce que peut-être que finalement, tu croyais que tu savais pas faire de tes mains, et puis en fait, tu t'aperçois que dessiner, ça te plaît. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est pas grave si ça devient pas quelque chose de professionnel, parce que l'essentiel, c'est juste que ça fasse du bien. Exactement.
Ouais, exactement. Et puis je vois dans les activités qu'on organise, on a des cours d'aquarelle, par exemple, enfin des stages d'aquarelle ou des cours de chant. Et j'ai des exemples, j'ai une personne en exemple qui est venue participer à un stage et qui m'a dit en sortant de là, elle m'a dit mais je croyais que je savais pas dessiner. En fait, il venait initialement, je travaille avec lui, il est venu à l'atelier pour être immergé, pour observer en fait. Et finalement, il s'est trouvé à participer. C'est marrant. Et c'était pas prévu. Il n'était pas venu pour ça. Et donc, le prof lui a proposé, il lui dit bah, est-ce que tu veux essayer? Il a dit ok, ouais, mais bon, moi je sais pas dessiner. Et en fait, au sortir de cette séance, il m'appelle, il me dit c'est incroyable. Je croyais que je savais pas dessiner. On m'a toujours dit que je savais pas dessiner. Mon frère, quand j'étais petit, m'avait dit que ce que je faisais, c'était nul. Et en fait, j'adore. Et du coup, il a été s'acheter du matériel de peinture, il a été s'acheter... il en a parlé à son père, du coup, ça a été l'occasion aussi de régler des conflits avec des non-dits avec son frère. Tu te rends compte à cause de toi quand t'étais petit? Quand j'étais petit, tu m'as dit que... Enfin, c'est drôle parce que ça peut ouvrir des portes insoupçonnées et sur soi et puis donner lieu aussi à d'autres choses dont on n'a pas tant qu'on n'a pas exploré sa créativité. C'est vraiment le message du bouquin aussi, du livre que je viens de publier, c'est que la créativité, elle est en nous, on l'a tous, c'est quelque chose qui est inné, qu'on développe pas forcément, mais quand on commence à la développer, et les métiers artistiques, l'art, enfin les métiers mais aussi même les activités artistiques permettent vraiment d'ouvrir cette porte qu'on n'ouvre pas forcément dans notre quotidien, parce qu'on n'a pas l'occasion. Et donc moi j'incite vraiment à toutes les personnes à explorer, à essayer, à peut-être aussi quand on a des enfants, parfois on se découvre une passion, ou quand on commence à faire des travaux manuels avec eux, et en fait c'est vraiment intéressant. Voilà. Exactement, puis en fait quand on y réfléchit, effectivement tous les enfants sont créatifs, mais en fait c'est souvent à cause de la société qu'ils arrêtent de l'être au bout d'un moment. La société ou un parent, comme je disais, un frère qui a dit t'es nul, ou moi souvent dans les cours de chant, il y a des personnes qui arrivent, et souvent les adultes ont beaucoup plus de barrières que les enfants, en disant je sais pas chanter, je chante faux. Alors, on va reprendre. Tu sais parler? Oui. T'as une voix? Oui. Donc tu sais chanter. Mais c'est que t'as pas appris. Et qui t'a dit que tu chantais faux? On m'a dit que, mon père m'a dit que, ma grand-mère m'a dit que... Oui, mais non, mais en fait, on s'en fout. Qui ils sont pour te dire que tu chantes faux? Déjà, en fait, ça s'apprend. Un enfant, quand il naît, instinctivement, il a le rythme. Instinctivement, il babille, donc il chantonne. Quand ils sont tout petits, ils savent à peine marcher, ils dansent déjà. Donc, en fait, on est tous comme ça. Et sauf qu'on l'oublie. Alors, la société, ou parfois le regard des autres, ou une remarque assassine, une maîtresse, un camarade de classe. Enfin, ouais. Oui, il suffit d'une phrase, je pense, pour se mettre une idée en tête. Et comme on a tendance à retenir beaucoup plus le négatif que le positif, il suffit d'une mauvaise phrase. Et je pense que c'est toute la difficulté aussi aujourd'hui qu'ont les artistes qui se lancent via les réseaux. Ouais. Pour tenir aujourd'hui dans des métiers comme la musique, face aux réseaux sociaux, il faut vraiment être passionné. Et c'est triste parce que, en fait, tout le monde fait des belles choses. Il y a juste beaucoup de monde qui font des belles choses. Il y a beaucoup de monde qui font des belles choses, et puis en fait, on est aussi dans une société de comparaison. C'est pas parce que tu fais 100 000 abonnés que t'es quelqu'un de bien, ou que t'es quelqu'un de talentueux, et que d'à côté t'en as que 500 sur ton réseau, que t'es nul. Non. Moi, si je devais prendre le chiffre d'affaires de ma société aujourd'hui par rapport au nombre d'abonnés, ça reflète rien du tout, en fait. Donc c'est aussi... il y a besoin de rééduquer un peu à regarder en dehors de tout ça, en fait. Les réseaux sociaux, ce n'est qu'une vitrine. C'est un outil qu'il faut utiliser comme tel. Moi, je l'utilise. Au début, c'est grâce à ça que je me suis lancée. Heureusement qu'il y avait Facebook. C'est sûr. Mais aujourd'hui, ça ne définit pas... Alors, c'est un moyen de communication, mais c'est pas... Il y a autre chose qui existe dans la vie, et un musicien qui se lance, ça peut le lancer. Mais après, je pense que le vrai, c'est les concerts, quoi. C'est la rencontre avec le public, c'est sa passion. Et ouais, je pense que c'est bien d'éviter de se perdre là-dedans, et de s'écouter soi, encore une fois, et de bien se connaître, et d'aller vers ce qui nous fait vraiment du bien. Si on revient à ton enfance, est-ce que tu as grandi dans un environnement où on te laissait être créative? Pas vraiment. J'ai des parents médecins. Donc, eux, c'était plutôt la voie royale, était la voie scientifique. Donc, je suis née artiste dans l'âme, dans une famille scientifique. Bon, petite, j'étais déjà très
très showgirl, enfin j'aimais bien. À 5 ans, j'étais dans une chorale. Mes parents, mon père m'avait mise dans une chorale parce qu'il connaissait la chef de chœur en se disant bon voilà, ça va les occuper. Ma sœur et moi, et puis en fait j'ai adoré. J'avais 5 ans, je savais pas lire, j'étais la plus petite et j'apprenais les paroles par cœur et j'étais devenue soliste et pendant les concerts, j'étais devant. Donc c'était naturel. J'organisais des spectacles avec ma sœur, je faisais même payer mes parents. Ah oui. Malin. Ouais, déjà, elle a la côté businesswoman. Et puis après, c'est ce qui a donné lieu à mon podcast que j'ai lancé dans le début d'année qui s'appelle « Moi, je voulais juste être Madonna ». Ça part de mon rêve d'adolescente où à l'époque, maintenant toujours, c'est une grande artiste, mais elle était l'icône féminine par excellence, provocatrice, femme assumée, belle, puissante. Et moi, c'était mon idéal quelque part. Je me rêvais Madonna. Et donc, en fait, dans ma chambre, voilà, j'avais eu un synthétiseur parce que ne pouvant pas faire de piano, mes parents m'avaient quand même acheté un synthétiseur. Mais donc, dans ma chambre toute seule, je me rêvais Madonna. Donc ça restait toujours caché. Et j'ai pas du tout été encouragée, même s'ils m'ont laissé faire des activités, parce que j'ai fait de la danse petite, par exemple. Mais j'étais pas du tout encouragée à ça. Enfin, c'était même pas une voie envisageable, en fait. Déjà, je devais faire scientifique. Ce que j'ai pas voulu. J'ai toujours eu un côté rebelle aussi dans l'âme, donc j'ai pas voulu juste parce qu'on m'obligeait. Donc j'ai dit non, j'ai pas envie. Donc j'ai quand même à défaut j'ai fait une voie économique et donc après comme j'étais attirée par les voyages, après j'ai fait une école de commerce à mi-temps, enfin en moitié du temps en France et moitié du temps en Angleterre. Et je me suis dit, déjà, à l'époque, encore une fois, c'était il y a plus de 20 ans, hein, c'était pas si développé. Donc, j'ai eu de la chance quand même d'avoir un climat familial, des parents qui avaient les moyens. Et je me suis un peu enfuie comme ça en me disant, au moins, je vais aller voyager, je vais voir du pays, et puis on verra après. Mais j'étais pas vraiment encouragée, même si, ce qui est très étonnant, parce que mon père, en fait, a quand même un côté très artiste, puisqu'il a fait de la peinture, et il était plutôt un bon orateur. Donc je pense qu'il y avait quand même ce truc d'artistique, mais pas... ça n'a jamais pas avoué ou pas assumé. C'était vraiment un loisir. Ouais, c'était plus un loisir. Et d'ailleurs, quand je me suis lancée... quand j'ai annoncé ce que je voulais créer comme entreprise, la réaction de ma famille, c'était « Non mais attends, c'est un loisir ton truc, c'est un hobby, tu pourras jamais en faire quoi que ce soit. » Ouais, ça doit être dur à entendre. Ouais, c'est très dur, très très dur, surtout que moi j'étais vraiment mal dans l'entreprise où j'étais. C'était juste après, j'ai divorcé du papa de mes enfants, donc c'était pas longtemps après le divorce. Et qu'un père, c'était mon père en l'occurrence, qu'un père n'entende pas la détresse dans laquelle j'étais et ne comprenne pas que ça, c'était un peu ma bouée de sauvetage. C'est dur parce que du coup, j'ai créé ça vraiment toute seule, quoi. J'étais pas encouragée ni par ma mère, ni par mon père. J'étais toute seule sentimentalement, donc mes amis, tous mes amis étaient plutôt dans un cadre classique, normal, salarié, donc comprenaient pas non plus pourquoi je voulais faire ça. Et donc il faut quand même une force de caractère. Hein. Ouais, je pense que c'est malheureusement commun à beaucoup de personnes qui se lancent, c'est ce côté pourquoi tu fais ça, ça va être tellement dans l'imaginaire collectif tellement plus difficile, alors que non, si on soutient les gens, au final ça va. Alors peut-être que ça m'aurait pas marché d'ailleurs, et t'aurais renvoyé des CV un an plus tard, mais peut-être que ça va marcher. Donc exactement. Voilà, moi mon mantra c'est que c'est ça en fait, je trouve ça bien que on n'a pas le même âge toutes les deux, et je trouve ça bien que de plus en plus de personnes, de plus en plus jeunes, se disent ça. C'est que qu'est-ce qui est le pire en fait ? Est-ce que c'est pas faire ou est-ce que c'est avoir des regrets ? Et moi j'ai vraiment ce driver parce qu'on sait tous, au bout d'un moment on côtoie tous. Je parle beaucoup de la mort aussi dans le bouquin, dans le sens positif. C'est que la mort, c'est un driver pour moi. J'ai eu à côtoyer la mort, soit des proches, soit moi je l'ai frôlé aussi. Et je me dis, quand on réalise que la vie est courte, quand on réalise que ça peut s'arrêter là, dans une heure, dans un jour, dans une journée, dans un mois, on ne sait pas en fait. Qu'est-ce que j'ai envie de me dire au moment où je vais sentir que je m'en vais ? Et j'ai envie de ne pas avoir de regrets.
Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête parce que parfois on l'oublie. Que le temps, il est pas illimité sur Terre, en fait. Et que, alors, il y a des gens qui n'ont pas cette volonté et c'est OK, mais je me dis, si on peut réaliser ses rêves, le podcast s'appelle Persévérer. Persévérer, oui, et rêver aussi. C'est important de continuer de rêver. Et moi, je me dis, c'est même plus important encore de rêver, mais pas que les yeux fermés quand on dort. Rêver les yeux ouverts, réaliser ses rêves. Et c'est un tel bonheur, un tel accomplissement. Ouais, puis je pense que dans tous les cas, il faut juste, même si c'est pas pour réaliser un rêve ou une passion, faut juste quand même se rappeler tout le temps qu'en fait c'est pas si important que ça, tout notre tracas. Oui. Mais en fait, dans ces moments-là, je crois qu'il faut vraiment se rappeler que ça va aller. Oui, ça va aller, et puis on s'en sort toujours. La plupart du temps, on se prend quand même on vraiment s'en la tête sort toujours. On a l'instinct de survie, on rebondit toujours. Et puis on n'est pas tout seul, on est aussi entouré. Les fois où j'ai eu besoin, et j'imagine que toi aussi et que toutes les personnes qui écouteront, les moments où on a eu des galères, il y a toujours quelqu'un qui est là. Un ami ou parfois même une personne où on ne pensait pas que ce serait cette personne-là qui nous aiderait, elle est là. Et parfois, il y a même des associations qui peuvent aider. Il y a quand même beaucoup de ressources aussi. Donc, je pense qu'on n'est jamais seul. Et puis, on rebondit toujours. Et moi, j'avais fait le truc de si jamais ma boîte ne marche pas, qu'est-ce que je peux faire ? Bon, j'ai un appartement. J'avais acheté l'appartement avec mon ex-conjoint. Et heureusement, parce que du coup, j'ai ça maintenant. Donc, je m'étais dit, si jamais ça ne marche pas, je vends mon appartement. Si jamais ça ne marche pas, au pire, je reprends un boulot salarié, même caissière, je m'en fous. Si jamais ça marche pas et que je me retrouve à la rue, j'ai ma mère, que je peux aller habiter chez elle, j'ai pas envie, mais si jamais ça marche... En fait, qu'est-ce que je risque ? Rien. Et au bout du compte, on risque pas grand-chose. Hein. On risque rien, hormis ne pas avoir essayé et puis avoir des regrets à la fin de pas l'avoir fait. Je pense que souvent, on risque son ego. On risque son ego, ouais. Je crois que c'est beaucoup ça. On risque son ego parce qu'on est dans une culture où l'échec n'est pas permis. En France, beaucoup, et en Europe, je pense, mais par exemple aux États-Unis, moi j'ai beaucoup travaillé avec les États-Unis et je pense que ça m'a aidé aussi à avoir un autre type de mindset. Parfois, on critique un peu les Américains parce qu'ils ont ce truc de yes, yes, yes. Et en fait, c'est bien parce que oui, yes, 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 on peut essayer. Et là-bas, en fait, on n'a pas autant de sécurité. Justement, en France, on est très sécurisé pour tout ce qui est social, notamment, ce qui est bien. Ce qui peut avoir des inconvénients, c'est qu'on est habitué aussi à ça et on n'est pas habitué à n'avoir aucune option. Et donc, ça permet de se bouger un peu les fesses. Et je trouve ça bien aussi d'avoir cet état d'esprit et de dire, ouais, de toute façon, voilà, yes, we can. Exactement. Puis peut-être aussi contrôler notre langage auprès des gens. C'est vrai qu'on a tendance, quand quelqu'un nous raconte un échec, à dire « Oh, ma pauvre, t'as pas eu de chance ». Au lieu de dire « Bravo, t'as essayé ». Bravo, t'as essayé. Et puis, il n'y a pas d'échec, en fait. Il n'y a pas d'échec. L'échec, un enfant, quand il apprend à marcher, combien de fois il tombe avant de réussir ? C'est clair. On n'apprend pas à marcher en une fois. On n'apprend pas à faire du vélo en une fois. On n'apprend pas, j'en sais rien, à surfer en une séance. On n'apprend pas à chanter bien en une séance. Pourquoi, en fait, on devrait tout réussir après par la suite ? Non, on a le droit d'échouer, c'est pas grave. Alors, c'est jamais confortable. Sur le moment, c'est dur. Et en général, on a échoué pour une bonne raison. Moi, j'ai maintenant la conviction, je fais beaucoup de développement personnel, de me dire, si là, ça n'a pas marché, si j'ai pas eu ce truc, si ce que j'ai organisé n'a pas marché, c'est qu'il y a une bonne raison. Et là, en fait, le plus important, c'est d'en tirer les apprentissages, en fait, et de se dire, ouais, ça a échoué, la prochaine fois, je ferai mieux, je ferai différemment. Et peut-être que j'y arriverai pas, encore une fois, mais en tout cas, je réessayerai. Tu rejoins un petit peu alors une autrice que tu connais peut-être en développement personnel qui s'appelle Isabelle Leyer, qui est aussi journaliste. Et je l'avais reçue dans la première saison du podcast et elle avait dit justement, elle avait dissocié l'erreur de la deuxième erreur. En fait, tout le monde a droit à l'erreur. Par contre, si tu fais à chaque fois la même, là, le problème, c'est pas l'erreur. Le problème, c'est pas l'erreur. Le problème, c'est de mettre de la conscience sur ton erreur aussi. C'est que... Et puis, si l'erreur, elle est revenue une deuxième fois, c'est que t'as pas encore assimilé, donc elle est pas là par hasard. Ouais. Donc, je pense que c'est... de prendre ce recul, c'est important. Et je vais encore parler du livre que je viens de publier. Mais c'est le but, vas-y. C'est le but, ouais. Donc, ouvre les yeux, le monde devient celui que tu veux. C'est du développement personnel, mais c'est du développement personnel accessible parce que je prends cette posture-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas du tout larmoyant, c'est pas du tout dans le mode « oh là là, ma pauvre, nanana ».
C'est qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? C'est un fait, il s'est passé ça. Je peux pas refaire le passé. Ça sert à rien de se larmoyer, de se dire j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais... En fait, le passé est passé. Maintenant, donc, il s'est passé ça dans ma vie. Comment je m'en suis sortie? Qu'est-ce que ça m'a appris? Comment j'ai transcendé ça? Comment je peux aider les autres à transcender? Et c'est vraiment, ça se veut vraiment pratico-pratique. C'est des méthodes que moi j'ai appliquées, qui ne sont pas une vérité absolue, mais en tout cas, c'est celles que j'ai moi mises en place. Donc, il y a des méthodes comme poser des limites, il y a des méthodes comme faire le tri dans son entourage, faire du ménage, des méthodes comme voyager, enfin des choses qui sont très accessibles, que j'appelle méthodes, mais qui sont en fait... qui ont fait partie du chemin pour transcender tout ça, transcender voilà, des difficultés familiales, personnelles, relationnelles, amoureuses, professionnelles. Et je pense que d'avoir cette prise de recul maintenant, ça fait qu'on va plus vite et peut-être on fera moins l'erreur après. On la fera peut-être encore une fois, mais différemment. Et puis de se dire que de toute façon, c'est fait. Voilà. C'est ça. Qu'est-ce que ça va changer que je rumine? Exactement. Ça va rien changer. Enfin... Et est-ce que tu arrives à te l'appliquer quotidiennement, ça, maintenant? Ou à te l'appliquer plus vite, en tout cas? Ouais, plus vite. Ouais. Parce que je pense que ça, c'est quand même difficile, c'est d'avoir... Je pense qu'il y a une différence entre avoir conscience et du coup l'appliquer plus vite. Mais je pense aussi que c'est normal, des fois, de ne pas réussir sur le moment à la gérer, l'émotion. Il faut la laisser. Il faut la laisser s'exprimer. L'émotion, elle a une raison. La colère, ça a une raison. On réprime beaucoup les émotions, alors qu'en fait, moi, on m'a toujours dit dans mon ancienne vie, justement, il faut que tu apprennes à gérer tes émotions, parce que je suis quelqu'un de très émotif, et que quand j'avais envie de gueuler, je gueulais, que ça m'est arrivé de pleurer au bureau, et en fait, on n'aime pas ça. On n'aime pas avoir les émotions. C'est pas confortable pour les autres. Ah, mais pleure pas, comme on dit à un enfant, mais pleure pas. S'il pleure, c'est qu'il y a une raison de pleurer. Donc ça sert à rien de renier son émotion. Et oui, on a toujours dit apprends à gérer tes émotions. En fait, il ne faut pas apprendre à les gérer. Il faut juste les laisser s'exprimer et essayer de comprendre pourquoi il y a cette émotion. En fait, qu'est-ce que ça vient faire? Qu'est-ce que ça vient dire? Oui, savoir s'isoler aussi pour l'analyser. Je pense. Aussi. Ce qu'on oublie souvent. Aussi, ouais. Bah ça, c'est pareil, c'est une des méthodes du bouquin. Et j'ai voulu, donc justement, je fais une parenthèse, je l'ai pas lu pour justement pas faire ça, mais parce que je me suis dit je le lirai après pour pas spoiler, mais en fait au final sans le vouloir je spoil quand même. Bah oui, non mais c'est bien comme ça donnera... Voilà. Alors après on donne, il y a quelques éléments, mais le plus intéressant pour ceux qui veulent creuser, c'est d'aller regarder, d'aller lire, et quand on lit, en plus on fait des parallèles avec sa propre vie, et donc on en tire les enseignements, et chacun va avoir une lecture différente. Mais oui, de prendre du temps pour soi, c'est pas évident. Il y a beaucoup de... Et moi avant, j'arrivais pas non plus. On est tout le temps dans un monde bruyant. On a tout le temps la musique, le réflexe d'allumer la télé pour beaucoup de personnes quand on rentre chez soi pour avoir un bruit de fond. On passe des coups de fil, on discute, on va appeler les copines. Pour éviter d'être seul, on va sortir, etc. Et en fait, on se perd un peu dans tout ça parfois. Et de revenir, avant je croyais que j'étais pas solitaire, et maintenant j'ai besoin de ces temps en fait, et comme on en parlait en préambule de travailler à la maison, moi ça me fait du bien parce que j'étais tellement dans je bossais en open space pendant 20 ans. L'open space. Donc t'es jamais seul, t'es tout le temps, donc t'as la présence, t'as le bruit, t'as l'agitation, t'as les regards, t'as les discussions, et là d'avoir ce temps où... Tu vois, même là, on entend le tic-tac de la pendule, on perçoit des choses autres, et je pense que la créativité, elle est là aussi, elle se développe encore plus quand tu fais le silence, quand tu es dans du calme, surtout en région parisienne, c'est pas évident d'être dans un environnement calme. Je pense que c'est vraiment important, ouais, pour se poser, réfléchir, et puis même laisser aussi voir ce qui va, mettre dans le corps, on n'est pas dans le corps non plus. Ouais. Tout à fait. Et comment t'en es arrivé du coup à l'écriture de ce livre ? Parce que tu nous as parlé de la création de ton entreprise, mais du coup, il y a aussi eu le livre et le podcast. C'est arrivé comment tout ça ? C'est arrivé dans un désir d'inspirer. Maintenant, j'ai vraiment ce truc de me dire, moi, je suis passée quand même par beaucoup, beaucoup d'étapes. J'ai envie de montrer que c'est possible. J'ai toujours eu ce désir de contribuer, de contribution. C'est très fort chez moi, la contribution. Avant, je travaillais dans le développement durable, donc il y avait aussi un désir de contribution. Là, maintenant, j'ai plutôt une envie de contribution non plus environnementale, même si c'est lié, parce que quand l'humain va bien, l'environnement va bien. Si on pouvait avoir plus de gens heureux, je pense que le monde se porterait mieux. Mais bon, et maintenant, j'ai le désir plutôt du développement humain, et je me dis, je vois tellement de gens malheureux, je vois tellement de burn-out, j'en ai fait partie, il y en a toujours beaucoup.
La dépression, on sait que la France est un gros consommateur d'antidépresseurs. Il y a de l'addiction. Il y a beaucoup, surtout chez les jeunes, les problèmes d'alcool. Et je me dis, revenir à ces essentiels comme ça, et puis si je peux contribuer à changer la vie d'une personne parce que je partage, ce sera déjà ça de gagner. Donc ayant fait tout ce parcours-là pendant plus de 40 ans, je me dis maintenant j'ai envie d'inspirer, d'où le podcast dans lequel j'interviewe des personnes aussi qui ont eu, parce que je me dis plus il y aura d'exemples, plus les gens se diront que c'est possible. Donc s'il y a un exemple, 2 exemples, 10 exemples, 50 exemples de personnes qui ont réussi à changer de vie, qui ont réussi à aller vers leurs rêves, qui ont réussi à se forger une vie sur mesure. Donc c'est vraiment ça le but du podcast. Et moi je voulais juste être Madonna, donc ça part de mon rêve d'enfant, mais c'est parce que souvent ça vient de l'enfance quand même, on a des talents naturels. Et puis le livre, c'était, j'ai toujours écrit, comme je disais, ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours. Et ça a toujours été un rêve aussi d'écrire un livre, mais je me suis jamais sentie capable parce que souvent on se compare, encore une fois, l'auto-saboteur, mais qui je suis moi pour écrire j'ai pas plus de talent, j'ai pas de talent, je sais pas comment faire, ça me paraissait une montagne. Et puis comme maintenant je vis ma vie à la poursuite de mes rêves, je me suis dit vas-y, écris-le ce bouquin et on verra ce que ça donne, mais au moins pareil j'aurai la satisfaction et aucun regret. Et donc ça a mis quand même plus de 2 ans. J'ai commencé en 2022, j'ai écrit 80 pages que j'ai laissé de côté, j'ai arrêté parce que je me sentais pas de publier ça, et peut-être que c'était très thérapeutique parce que l'écrit a vraiment cette fonction là. Et donc c'est pour ça que je passe un message en même temps. À l'ère de l'intelligence artificielle, on peut écrire un bouquin en 1 mois ou même 2 semaines. On peut dicter à une machine ce qu'on veut, sauf que l'écriture a vraiment une vertu, c'est de poser de sa main soi-même avec son intelligence et ses émotions et tout ce qui passe à travers le corps, d'écrire soi-même. Ça a vraiment une vertu déjà thérapeutique pour soi. Et puis, on transmet quelque chose, en fait. Et il n'y a pas une machine qui pourra le faire. Et puis, ça a un processus comme un enfant. Un projet, ça a besoin de maturer. Ça a besoin de grandir. Un enfant, il ne peut pas être fait en 1 mois. Un livre, c'est un livre ou un projet ou n'importe quoi que l'on crée. Il y a un processus, il y a un cycle aussi, et il y a un besoin de maturation. Et je pense que c'est important de respecter ça. Parce qu'au fur et à mesure, je l'ai vu dans l'écriture, il y a eu des choses qui se sont rajoutées. J'ai vécu des choses qui m'ont donné de la matière. J'ai des phrases qu'on m'a dites, des situations que j'ai vécues, qui ont nourri en fait le livre. Donc voilà, c'est vraiment, j'encourage. Donc c'était mon message du jour à l'ère de l'IA. Un excellent message. Vraiment, si vous avez le désir d'écrire, ne prenez pas la facilité, c'est pas vous aider. Et je suis convaincue qu'on est beaucoup plus fiers d'avoir été au bout d'un projet dans lequel on a écrit. Alors même s'il y a des fautes d'orthographe, et il y en aura, et les coquilles, c'est pas grave. J'en ai vu encore, il y a des coquilles. Mais c'est aussi ça, c'est l'imperfection. Pourquoi tout serait parfait ? Et ouais, là, c'est vraiment... Enfin, maintenant que je suis passée à travers ça, j'ai aucun désir de... L'IA a un intérêt, c'est que certes, pour certaines choses, mais voilà, attention quand même... Pour la partie écriture, écrivain, je pense que ça a vraiment pas le même impact et la même finalité. Et puis la fierté d'avoir écrit, d'être allé chercher dans ses tripes. Oui, je pense que de toute façon, ça se joue beaucoup là aussi. Si on écrit pour nous, alors il faut écrire nous-mêmes. Exactement. Ça. Après, par contre, voilà, l'IA est très pratique sur plein d'autres sujets. Ah, pour plein de sujets, pour écrire un post, par exemple, de promotion, pour trouver des idées, pour trouver des idées, oui. C'est puissant. En revanche, ça peut pas remplacer pour moi. Mais je pense que c'est un problème en tout cas, un sujet de productivité aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on doit tout faire très vite. Et encore une fois, tu parlais de comparaison tout à l'heure, il faut aller plus vite que quelqu'un d'autre, faire plus de projets. Donc en fait, on se laisse plus tellement le temps de prendre le temps. Et quand on se remet dedans et qu'on se dit mais en fait j'ai le temps de faire ça. Enfin là, je suis pas pressée de le sortir ce livre-là. Pourquoi je le fais pour moi. Alors pourquoi on doit tout faire vite ? Ouais, et puis ça a pris le temps que ça a pris. J'ai fait un premier brouillon de 80 pages, c'était pas le bon. Peut-être que je le sortirai un jour. Mais ça m'a aidé à structurer, à avancer dans le cheminement. Et puis le livre, c'était... persévérer, j'étais en train de réaliser un rêve, mais j'ai dû beaucoup persévérer parce que j'ai dû trouver du temps, des moments,
Accepter que c'est peut-être pas bien écrit, accepter qu'il y a des passages qui sont plus durs à écrire que d'autres, accepter qu'il y a des fautes d'orthographe, accepter que le style, voilà, c'est vraiment un projet intéressant. J'encouragerais aussi tout le monde à écrire parce que c'est vraiment intéressant et à publier un livre, en plus d'aller jusqu'au bout, de le voir, de recevoir chez soi et de se dire waouh, ça vient de moi, quoi. Et comment t'as trouvé ton éditeur ? J'ai pas d'éditeur. Je me suis trouvée moi-même. Incroyable. J'ai pas d'éditeur. En fait, j'ai aussi, ça c'est quelque chose sur lequel j'ai pas mal maturé et réfléchi. On a tendance à se dire je suis écrivain parce que je suis édité. En fait, on n'a pas besoin de validation extérieure. Maintenant, il y a plein de choses qui sont faites, on peut éditer soi-même. Et dans cette volonté de liberté et de pas attendre de l'extérieur, je me suis dit en fait, ça me correspond plutôt bien de pas attendre les autres, d'éditer moi-même. Donc j'ai tout fait, j'ai écrit. J'ai trouvé quelqu'un pour m'aider à faire la mise en page. J'ai quelqu'un qui m'a fait la couverture. Je suis passée par une plateforme d'édition qui diffuse après. Donc c'est sur plein de sites, Fnac, Amazon, etc. Donc c'est eux qui diffusent. Et je me suis dit, si j'attends qu'un éditeur accepte, peut-être que ça se fera jamais. Peut-être que dans 10 ans, j'y serai encore. Et peut-être que je vais perdre l'envie de le faire et de l'enthousiasme. Parce que quand on attend trop aussi... Et si on recevoir des refus, c'est difficile aussi. Oui. Donc recevoir un refus de 1, 2, 3, 10, 15 éditeurs, ça remet sa confiance en soi à mal. On doute, et c'est déjà très difficile d'accoucher d'un bouquin, et donc j'ai pas voulu me mettre dans cette situation non plus. Et je me suis dit, puisque je veux publier, que c'est mon rêve, je vais le faire toute seule. Et si un jour un éditeur vient et me dit, j'aimerais éditer le livre, ok. Je vais pas courir après. C'est bien parce que mais je pense que aussi parce que tu l'as fait plus tard dans ta vie, après 20 ans de carrière et tout ça, maintenant tu sais exactement ce que tu veux. T'évites en fait un peu tous les pièges faciles des débuts de carrière artistique. Oui, et puis souvent beaucoup de personnes me disent alors, justement t'es édité chez qui ? Ou alors tu cherches un éditeur ? Non, pourquoi ? Quand même, ça te ferait de la notoriété. Je dis mais j'ai pas fait ça pour de la notoriété. Je m'en fous. Il arrivera auprès des gens qui doivent le lire. Et puis, s'il se diffuse beaucoup et si ça devient un best-seller, tant mieux, j'en serais très contente. Mais je ne l'ai pas fait pour ça. Je l'ai fait pour transmettre un message. Donc, transmettre mon message et puis me léguer ça aussi au monde et puis à mes enfants notamment. Voilà, il va vivre sa vie et puis maintenant, il va aller là où il doit aller. Et peu importe, en fait. L'édition n'est pas... le Graal, comme la notoriété pour un chanteur n'est pas que le Graal. Il y a plein de gens qui vivent de l'art mais qui ne sont pas connus. Oui, puis dans l'édition, il y a des bons contrats, il y a des mauvais contrats, comme partout aussi. Donc si on voit juste l'édition comme un Graal, on est sûrement sur le mauvais chemin. Oui, et puis justement, je milite un petit peu pour arrêter ce côté élitiste et star system de l'art. Alors oui, ça fait plaisir à l'ego d'être édité, oui, ça fait plaisir à l'ego d'être reconnu, mais si on fait ça pour ça, je crois qu'on se trompe. C'est d'abord, qu'est-ce que tu as envie, c'est quoi ta passion ? Là, j'ai un intervenant avec qui je bosse qui est musicien, qui bossait dans le BTP avant, rien à voir. Il n'a jamais appris la musique, il n'a jamais pris de cours de solfège, il a fait tout en autodidacte. Il a pas du tout de formation dans le domaine. C'est mon meilleur intervenant. Tout le monde le veut, toutes les écoles le veulent, les parents l'adorent, les enfants l'adorent. Il kiffe sa vie, et maintenant il vit de ça à plein temps. Ça fait donc 3-4 ans qu'on bosse ensemble. Et lui, il s'en fiche, en fait. Il est juste là pour partager son bonheur, sa passion, pour faire chanter les gens, pour amener de la bonne vibration. Et ça suffit, en fait. C'est largement assez. C'est vraiment même beaucoup. Ouais. Beaucoup. Parce qu'en fait, parfois, quand on veut absolument cette notoriété, on peut se perdre là-dedans et se perdre le sens. Donc c'est important, je pense, de revenir aux fondamentaux. Humilité, simplicité. Et puis en fait, après, ce qui doit... Voilà, si ça doit aller plus loin, les meilleurs artistes, c'est pas forcément ceux qui cherchaient au début. Oui, puis je crois qu'en plus, notoriété, ça veut pas dire grand-chose. Non. Parce que, en fait, à quel moment on a de la notoriété ? Oui. Et à quel moment on arrête d'en vouloir plus ? Aussi. C'est un peu ça, hein. C'est comme l'argent, la notoriété, on en veut toujours plus.
Alors oui, il n'y a pas de mal à en vouloir plus, mais à quel prix si c'est pour sacrifier plein de choses, sa vie, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Puis si une fois en haut, on a peur de redescendre, au final, on n'a rien gagné. Hein. Bah oui. Ouais, donc non, c'est important de remettre ça aussi à l'heure des réseaux sociaux, de la notoriété TikTok, YouTube et autres. Profiter du moment maintenant, la plupart, pas la plupart, beaucoup de gens pensent déjà à la photo Instagram qu'ils vont faire ou à l'image Instagrammable, le truc Instagrammable, je déteste ce mot, avant de profiter du moment, quoi. Est-ce qu'on peut pas juste être là, profiter? Et s'il y a un truc bien à mettre sur Insta, et bah tant mieux, mais est-ce qu'on est obligé d'avoir des trucs Instagrammables et de se faire des situations, enfin... Tu sais, en ce moment, je partage un exercice que je fais toute seule quand je marche dans la rue et qui, moi, m'aide. C'est justement, il y a plein de moments où je me rends compte que je suis très déconnectée de la réalité. Et où, parce que je sors du métro, j'ai été sur Instagram pendant 30 minutes. Donc en fait, quand je sors, je suis encore sur Instagram dans ma tête. Et maintenant, j'ai un truc d'essayer de repérer des endroits que j'aimerais prendre en photo, mais de pas les prendre en photo et de me dire, là, je fais une photo mentale. Ah, c'est bien ça. Et en fait, ça aide vachement à se reconnecter à la réalité. Parce qu'en fait, sinon, on est toujours la tête dans les nuages ou la tête dans Instagram, dans les réseaux et tout ça. Et en fait, on en oublie de juste regarder juste pour la beauté du monde. Bah oui, là, je vois, j'ai toujours des couchers de soleil superbes ici. C'est vrai. Ben voilà, s'émerveiller, ah oui, c'est quelque chose d'important. Je trouve que les gens ne s'émerveillent plus non plus. S'émerveiller d'un coucher de soleil, d'un bon repas, d'une conversation agréable, d'une rencontre, je sais pas, tout n'est pas... La vraie vie, elle existe quand on est toujours là, il faut pas le perdre. Et c'est dommage parce qu'on a vécu quand même enfermé pendant quelques mois. On a l'impression parfois que c'est oublié tout ça. On a oublié les leçons, clairement. Ouais. Aujourd'hui, si on regarde, donc je sais pas exactement quand est-ce que l'épisode sortira, mais on enregistre en décembre 2024. Ça fait 4 ans que tu as changé de vie. Ouais. Quand on parle, j'ai l'impression que c'est une vie entière. Ouais. Est-ce que tu as eu des moments où tu regardes et tu te dis, mais ça fait que 4 ans, mais qu'est-ce que j'ai fait en 4 ans? Là, j'ai l'impression que j'ai fait 15 fois plus en 4 ans qu'en 20 ans de vie professionnelle. Ce qui est quand même assez fou, c'est qu'en 4 ans seulement d'entreprise, je me rémunère au même niveau. C'est vrai? Ouais. Wow. Qu'au bout de 20 ans d'entreprise, dans une grosse entreprise. Alors ça, c'est impressionnant. Mon objectif est atteint. Je m'étais dit au mois d'octobre 2024, je vais me rémunérer autant que ce que je gagnais dans mon ancienne entreprise. Et depuis octobre 2024, je me rémunère autant, voire plus. Donc vraiment, c'est... Félicitations. Merci. Et je le dis parce que voilà, on sait souvent de tabou aussi. C'est la première chose qu'on demande à un entrepreneur ou un indépendant. Mais t'en vis ? Genre, en fait, on peut pas en vivre. On peut pas se rémunérer. C'est forcément que tu peux... Si t'es pas dans un cadre classique, c'est pas possible. Bah si. Et c'est au bout de 4 ans, autant qu'au bout de 20 ans d'entreprise... Et ouais, c'est une vie parce que ma vie, elle a tellement changé. Et même mes enfants, c'était intéressant. Donc, on est le 19 décembre. Donc, hier, 18 décembre 2024, c'était le lancement. Et donc, quelqu'un a posé la question à ma fille qui était là, qui a 16 ans. Donc, le lancement de ton livre. Ouais, le lancement de mon livre. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'évolution de ta maman? Et c'était intéressant de l'entendre. Et elle dit, elle est heureuse, elle est beaucoup plus heureuse qu'avant. Maintenant, tous les jours... elle rit, elle est bien, forcément elle est fatiguée des fois parce qu'elle travaille beaucoup, mais eux aussi le voient. Et quel meilleur exemple on peut donner à nos enfants? C'est le plus beau cadeau que tu puisses faire au monde, d'être heureuse. Que de donner, que de montrer le bonheur, que de partager le bonheur, et puis de leur montrer à ces enfants qui vont construire le monde de demain que oui, c'est possible de vivre de sa passion. Alors comme on disait, c'est pas facile. J'ai une fille qui veut bosser dans le domaine de l'art, justement, du cinéma. Je dis pas que ce sera facile, mais elle fera son chemin, et je dis pas que c'est impossible. J'ai un fils qui veut être footballeur professionnel. Quelqu'un, justement, hier au lancement, on en parlait, elle dit « Oh mais non, mais ça, c'est pas possible ». Mais pourquoi c'est pas possible? S'il y en a qui le font, c'est que c'est Mbappé, possible. il est pas footballeur professionnel. Il y en a combien des footballeurs professionnels? C'est possible. Il sera peut-être pas le Mbappé, mais il y en a plein qui sont aussi professionnels et qui vivent de ça. Alors pourquoi ce serait pas possible? Si c'est son rêve, il essaye. Puis surtout, peut-être que juste, il est passionné par le foot,
il fera une carrière d'agent ou d'entraîneur ou de prof de sport et en fait ce sera parfait parce qu'il aura quand même suivi sa passion. Bah oui, voilà, moi je voulais être Madonna. Bon bah je suis pas Madonna, je remplis pas des salles, mais en fait je suis Madonna quand même. Je suis Madonna à l'intérieur de moi parce que je vis de l'art, parce que je m'exprime, parce que je suis arrivée sur une scène là au mois de novembre, j'ai fait une conférence où je suis arrivée en dansant sur Madonna. Et c'est juste de kiffer en fait et de s'amuser et de bosser et s'amuser. Je crois que c'est la meilleure chose qui puisse se passer pour quelqu'un. Exactement. C'est vraiment chaque jour de se dire mais alors là qu'est-ce que j'aime cette vie, qu'est-ce que je suis contente, mais je me suis amusée. Hier j'avais mon lancement de bouquin. Je l'ai déjà dit au moins 4 fois ça. Mais en tout cas j'ai rigolé parce que je me suis aperçue que j'étais en train de me mettre des paillettes sur le visage. Maintenant en fait partout où je vais en interview ou quoi, bon là j'en ai pas mais je me mets des paillettes parce que ça m'amuse. J'ai réalisé que j'avais un journaliste qui venait, qui s'appelle Kevin. Ça, c'est marrant. je comprends la fin. Et en fait, j'étais bidonnée, mais toute la soirée. Et du coup, même le stress du truc, j'étais tellement morte de rire. Et j'ai fait le truc pendant la soirée où j'ai mis quelqu'un dans la confidence. Donc, on m'a posé la question, mais... J'aime bien tes paillettes, mais pourquoi t'as des paillettes sur ton visage ? Et donc j'ai regardé Kevin et j'ai dit mais parce que Kevin, je veux que tu me mettes des paillettes dans la vie. Et je me dis mais ça j'aurais jamais réussi à le faire parce que j'étais coincée, parce que j'aurais pas osé. Et là en fait je m'amuse. Et ça fait tellement de bien et de montrer justement à d'autres personnes que ouais on peut bosser, on peut être sérieux, on peut être carré, on peut être pro, mais s'amuser. C'est pas... Oui, parce que tu es la preuve vivante du coup que ça marche de faire les deux en même temps. Et puis c'est pas, ça devrait être même normal d'arriver en chantonnant au bureau, d'être content, d'être joyeux, de s'épanouir en fait, et que ce soit pas une punition d'aller travailler. Exactement. Oui, déjà le mot travail lui-même, le mot travail en fait, c'est le labeur, c'est dur, c'est difficile. Et moi j'ai dû beaucoup travailler là-dessus. Sur cette vision du travail qu'on nous inculque beaucoup, mais j'ai vraiment travaillé sur tout ça pour en m'enlever en fait cette idée que travailler c'est forcément dur et travailler c'est forcément se lever tôt et maintenant je suis une lève tard, une couche tard, je fais pas de rendez-vous le matin, je mets plus de rendez-vous le matin parce que c'est mon moment où je me réveille, où je sais qu'il me faut vachement de temps pour émerger et que je suis pas opérationnelle. Donc je bosse un petit peu, mais je me mets pas de rendez-vous. Et dans ta vie d'entrepreneur, tu arrives quand même à avoir... Enfin moi, ça me fascine un peu cette vie d'entrepreneur-là. Je sais pas si j'arriverai à m'imposer un rythme. Mais pourquoi il faudrait t'imposer un rythme ? C'est vrai. C'est une très bonne réponse. C'est que je me force souvent à me dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, comment je vais m'organiser. Et je pense que ça m'angoisserait en fait dans une vie d'entrepreneur. Donc au final, tu arrives à le gérer en faisant autrement ? Moi, je m'impose pas de rythme, je respecte mon rythme. C'est pas la même chose. Déjà, le mot imposer a une connotation très lourde. Respecter ton rythme. Si tu as besoin d'avoir une journée très timée en te disant, il y a des personnes, ils ont besoin, ils se lèvent à 8h, à 8h30, ils font leur café, leur jus d'orange, et puis ils font le sport, et puis machin. C'est très bien si ça leur convient. Moi, c'est pas ce qui me convient. Moi, j'ai besoin de me lever... mon kiff là en ce moment, tous les jours, je ne mets pas de réveil. Et ça c'est parfait. Et ça c'est oh là là, de se dire en se couchant, je mets pas de réveil. Ouais. Je me lèverai quand je me lèverai naturellement. Ouais, du coup t'es moins fatiguée. Du coup je suis moins fatiguée et puis surtout je suis moins stressée quoi. Et puis mon corps on s'aperçoit que en fait le rythme on l'a, et ça aussi c'est un des éléments du bouquin. Il faudra vraiment que tu le lises. Mais tu vois, heureusement que je l'ai pas fait avant parce que j'ai déjà trop spoilé jusqu'à présent. Mais le rythme en fait il est naturel. On se réveille on le voit même en week-end parfois on se réveille tôt alors qu'en fait on peut dormir. Mais se faire confiance, si on se faisait confiance des fois, et je suis sûre que si t'étais entrepreneur, peut-être que tu serais du genre à au début te timer ton truc et puis au bout d'un moment en fait tu lâches quoi. Mon rythme c'est ça, j'ai pas envie de bosser le matin, j'ai pas envie de faire des interviews ou des rendez-vous le matin, j'en mets pas. Ouais, et puis trouver parce qu'en fait c'est ce que je décris, c'est un peu la mentalité française et en fait c'est un peu dommage, c'est l'idée de il faut faire ses heures tout le temps. Alors qu'en fait, quand on est en forme, on fait en 4 heures ce qu'on fait en 8 heures quand on est fatigué. Oui, et puis chacun a sa productivité. Moi, je sais que je suis très productive, mais peu.
C'est-à-dire qu'en fait, si tu me dis, comme avant, d'ailleurs, il faut que je bosse 8 heures par jour, ça me crève. Par contre, et ça, je l'ai appris aussi quand j'ai eu mes enfants, parce que du coup, tu dois gérer beaucoup plus de choses, t'es beaucoup plus efficace. T'as que 4 heures, t'as que 3 heures, mais en 3 heures, tu fais ce que quelqu'un d'autre peut-être ferait en 6 ou 7 heures. Et je me suis aperçue de ça, qu'en fait, j'étais presque trop productive dans mon ancien boulot. Je produisais trop. Parce que, en fait, comme je vais vite, et en fait, ça veut rien dire, le 8 heures de quoi ? Si tu fais 8 heures à rêver, à rêver, c'est important de rêver, mais bon, si tu fais 8 heures et que finalement tu fais rien, parfois il y a des jours où en 3 heures tu vas faire vachement de trucs, puis un autre jour, en 3 heures, tu vas quasiment rien sortir parce que c'est pas le moment. Ouais, c'est ça. En fait, l'essentiel, c'est de fonctionner aux objectifs alors, sans se mettre trop de pression, mais aux objectifs et un peu aux deadlines et se dire, c'est pas grave si en fait j'y ai pas consacré 35 heures, parce qu'en vrai, l'objectif que j'avais pour cette semaine, je l'ai juste atteint en 10 heures. Et puis même si tu l'as pas atteint, qu'est-ce qui va se passer ? C'est vrai qu'il se passera pas grand-chose. Il se passera pas grand-chose. Faut vraiment que je lise ton bouquin. Si finalement, tu voulais, j'en sais rien, tu voulais éditer, je sais pas, faire ton podcast là. Tu t'étais dit, cette semaine, je fais 2 interviews, j'en ai fait qu'une. Qui ça va déranger ? Est-ce que tu crois qu'il y a quelqu'un qui va dire, ah mais attends, cette semaine, t'as fait qu'une interview ? C'est clair. Bah non. C'est clair. Bah non. Mais oublier l'ego et se dire qu'en fait, les gens ne se rendent pas tellement compte de ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas. Non, et puis on a le droit de se tromper, on a le droit d'être fatigué, on a le droit de prévoir quelque chose et puis finalement de plus avoir envie, on a le droit d'annuler un dîner, on a le droit de reporter quelque chose, en fait, c'est au bout d'un moment, c'est foutre la paix, quoi. Si on pouvait se foutre la paix des fois et de se dire, ouais, mais c'est pas grave. Ouais, j'ai un truc qui me guide bien, je me dis, est-ce que je m'en souviendrai dans 6 mois de ça ? C'est un super exercice. Là, tu stresses parce que, je sais pas, t'es pas allé chercher un truc ou t'as pas fait ton post que tu prévoyais de faire aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Est-ce que dans 6 mois, tu t'en souviendras ? Non. C'est clair. Donc, en fait, gardons les trucs qui sont importants et puis le reste, faut se foutre la paix, quoi, parce que sinon... Ouais, faut se déconnecter des attentes, en fait. Des attentes, il faut. déjà arrêter des il faut. Et puis ne pas avoir d'attente, c'est bien aussi. Exactement. Faire les choses sans attente, sans objectif, sans performance, sans objectif de résultat. Et je crois que, tu vois, j'ai créé mon entreprise donc il y a 4 ans. J'ai jamais fait un business plan. C'est vrai ? Ah oui, t'as pas eu le temps, en fait. Comment ? T'as même pas eu le temps de le faire ? J'ai pas voulu le faire. Ouais. Ça sert à quoi ? Est-ce que quelqu'un pouvait prévoir qu'il y aurait le confinement ? Non. Est-ce que quelqu'un pourrait prévoir que... Moi, au début, j'avais pas prévu tout ça. J'avais pas prévu que je bosserais avec les écoles. J'avais pas du tout anticipé ça. J'avais pas prévu plein de trucs. Alors, un business plan, alors oui, c'est utile quand tu vas avoir des financements parce que c'est le process obligatoire, mais pour moi, c'est s'enfermer dans un truc qui va te mettre la pression. C'est bien d'avoir une vision. Franchement, je pense qu'il faut avoir une vision globale. Après, est-ce qu'on a besoin d'avoir un truc très cadré ? Souvent, on me demande, c'est quoi tes indicateurs de performance ? J'en ai pas. Non, j'en ai pas. C'est que ça continue à marcher. Moi, mon indicateur, c'est que ça marche. C'est que les gens sont contents. C'est que j'ai des messages qui me disent ouais, c'était super, que j'ai des gens qui reviennent. Voilà. C'est le bonheur, c'est les cœurs, c'est les messages, c'est les intervenants qui sont contents, c'est les cadeaux qui sont donnés. Là, j'ai un intervenant, le musicien dont je parlais tout à l'heure, qui reçoit plein de cadeaux là, à Noël, il est tout content. Voilà, ça veut dire que ça marche, quoi. Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir tout le temps des... Et pourtant, j'ai fait une formation comme commerce et marketing. Hein. Et oui, c'est sûr. Je pense que dans certains business, on a besoin d'avoir des indicateurs de performance, mais peut-être pas aussi poussés que ce qu'il y a aujourd'hui. Mais surtout, je pense que c'est pas le cas de tous les business. Et juste, en plus, toi, tu gères, en l'occurrence, ta structure toute seule. C'est toi qui es en relation avec tout le monde. Je pense que juste avec l'instinct, tu vois ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Oui, tu vois, de toute façon. Et puis, alors, je gère pas toute seule. Ça, c'est important aussi. J'ai des gens qui m'aident. Dès le début, et ça, c'est un travers de beaucoup d'entrepreneurs qui se disent que tu peux pas déléguer tant que t'as pas d'argent, etc. Mais en fait, si...
Au début, j'avais pas d'argent non plus. Moi, j'ai investi de ma poche, hein, mais l'argent que j'avais mis de côté, les années d'entrepreneuriat, de salariat, ça a servi à ça. Et tout de suite, j'ai pris quelqu'un pour gérer mes réseaux sociaux, alors que j'ai fait de la communication et que c'est mon métier de base. Tout de suite, j'ai pris quelqu'un pour gérer l'administratif. Parce qu'en fait, j'avais pas envie de me contraindre à me dire justement, il faut que je fasse un post tous les jours, il faut que je fasse le visuel, la facture à envoyer, le devis à faire. Et en fait, ça me gavait. Et moi, j'ai pas envie de changer, j'ai pas envie d'avoir changé de vie pour retomber dans un truc qui m'enferme. Donc, j'ai pris quelqu'un dès le début, qu'au début, j'ai payé. Moi, je me rémunérais pas au début, donc j'ai payé, tout l'argent qui rentrait, ça servait à ça, en fait. Et voilà, et je pense que c'est important, c'est aussi de se dire, on n'est pas obligé de tout faire tout seul non plus. C'est bien de se faire accompagner. Tu t'es enlevé les peurs, en fait, de que ça marche pas, et tu as juste choisi d'investir pour que ça marche. Ouais, j'ai investi d'abord pour que ça marche parce que je m'étais créé, et ça c'est le message du livre, c'est de créer sa vie, et je pense qu'on peut vraiment la créer. Je me suis créé les conditions de partir d'une entreprise, d'avoir des bonnes conditions de départ financières, d'avoir le chômage, d'avoir des formations aussi qui étaient incluses dans le package de départ. Moi, de continuer à me former, je me suis toujours formée, j'ai toujours pris des coachings, j'ai fait de l'hypnothérapie beaucoup, je me suis fait accompagner tout le temps. Et puis, j'ai choisi que pendant ces 3 années-là, où je n'avais pas, même 4 années quasiment, où j'avais la possibilité de ne pas me payer, j'investisse tout pour que ça fonctionne, en fait. Et pour que là, maintenant, je puisse me rémunérer. Et c'est ce qui se passe. Donc... C'est génial. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, quand je t'écoute, je me dis, au final, et c'est l'inverse du message du podcast à la base, au final, heureusement que t'as pas fait ça à 18 ans, parce qu'en fait, t'as eu tellement raison, ou en tout cas, ça a tellement bien fonctionné de le faire après 20 ans d'entreprise, malheureusement aussi, après 3 burn-out. J'ai l'impression que tu as pu le faire parce que tu avais vécu tout ça. Oui, je pense, ouais. De toute façon, rien n'est hasard pour moi. Donc, si je suis restée 20 ans, c'est qu'il y avait une raison. J'aurais peut-être pas été prête 10 ans plus tôt. J'ai appris beaucoup. J'ai été dans des fonctions très globales en entreprise. Donc, j'ai vu du marketing, du commercial, de la com, de la gestion de projet au niveau international, la coordination d'équipe. J'ai vu plein de choses dans ma vie professionnelle qui me servent aujourd'hui. Si j'arrive à déléguer autant, à manager, pourtant j'ai jamais eu d'équipe moi à manager dans mon ancienne vie en direct. En tout cas, je coordonnais des équipes au niveau international, mais j'avais pas de management direct, juste une personne. Mais là, je pense que si j'arrive à faire tout ça, j'ai cette vision globale, c'est parce que j'ai bossé 20 ans dans une grosse entreprise et parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi aussi et que j'ai appris à me connaître. Et donc oui, pour moi, il n'y a pas de hasard et après, on peut réussir en se lançant très tôt. Il n'y a pas de recette. C'est chacun, en fait, selon qui il est et sa personnalité, en fait. Mais moi, je pense qu'en tout cas, c'était le bon timing et que les burn-out m'ont aidé. Merci. Merci. Faut remercier aussi les galères. Merci les burn-out. Merci les chefs avec qui je ne me suis pas entendue. Merci plein de choses parce qu'aujourd'hui, ça, encore une fois, moi, je vois pas ça comme des échecs, au contraire, c'est plutôt... Mais aujourd'hui, tu as la vie que tu voulais avoir. Ouais, exactement. Et peut-être que ça s'arrêtera un jour, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai aucun regret. Et j'ai assez confiance, en fait, dans l'avenir, et je sais que, de toute façon, je rebondirai toujours. J'adore. Je conclue toujours avec la même question, c'est si toi, aujourd'hui, tu pouvais parler au toi enfant qui était très créative et qui était un peu empêchée dans sa créativité, qu'est-ce que tu dirais à cette petite fille-là ? Bonne question. Si je parlais à mon enfant artiste, qu'est-ce que je lui dirais ? Sachant qu'après, je sais tout ce qui s'est passé derrière, donc c'est difficile. Je lui dirais continue, exprime-toi. C'est qui tu es. Donc, écoute-toi vraiment et continue. Oui, peut-être que les autres ne comprennent pas, peut-être que les autres ne veulent pas ça pour toi, peut-être que ça les renvoie à quelque chose, à leur peur, mais toi, vas-y, continue. Et je l'encouragerais, tu vois. Parfois, je me dis, maintenant, je peux le faire avec mes enfants, mais je me dis, j'aurais bien été la mère de ma petite fille. Ouais. J'aurais bien aimé être ma propre mère avec l'expérience que j'ai aujourd'hui et le recul que j'ai. Je me dis, peut-être que j'aurais été plus vite, mais bon, je sais pas, voilà, c'est comme ça.
Ouais, et puis de toute façon, je crois qu'il n'y a pas de bonne manière forcément Non. d'être mère. On ne peut être que sa propre mère, je crois, en fait. Bah ouais, c'est ça, en fait, Ce qui est un peu embêtant. ce qui est important, d'ailleurs, c'est un point important que tu dis, parce que souvent, on est en mode, oui, mes parents ci, mes parents ça. Alors, leur en vouloir, oui, mais est-ce que ça sert à grand-chose? Enfin, en fait, on n'a pas on n'a pas le mode d'emploi, hein. Il n'y a pas de mode d'emploi et chacun fait comme il peut. Alors, bah, le mieux, c'est... moi, aujourd'hui, je suis en froid avec mon père. Enfin, j'ai plus de lien avec lui depuis quelques années parce que je l'ai choisi. Mais je lui en veux pas parce que je pense qu'il savait pas. Je pense il a fait comme il a pu, quoi. Exactement. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, je ne veuille plus avoir de lien, pour le moment du moins, parce que ça m'est négatif. Mais moi, je leur en veux pas. Mes parents, ils savaient pas ou ils ont pas... Voilà, ils ont fait comme ils ont pu, quoi. Et Ils puis ont c'est fait avec peut-être... les cartes qu'ils avaient. Ouais, voilà. Et puis peut-être que je serais pas devenue cette personne et peut-être que j'aurais pas fait tout ça si j'avais pas eu ces parents-là. Donc, ouais. Donc, ouais, ma petite fille, je lui dis, mais t'inquiète pas, ça va aller. Et continue. Vis la vie. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup d'être venue dans le podcast. Merci, Justine, avec plaisir. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes et sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de son actualité. Et je vous dis à très bientôt.